Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous emmène dans les secrets de famille. Je suis Johanna, passionnée par les récits familiaux, et ensemble, nous allons partager de l'intime. Ce sont des histoires complexes, dramatiques, sombres parfois, mais aussi lumineuses, tant les êtres sont capables de résilience. Je vais interviewer des personnes qui ont su surpasser et transformer les découvertes bouleversantes et les drames vécus. Comment vit-on après la révélation d'un secret ? Qu'est-ce que cela implique comme changement dans sa vie ? Comment se reconstruit-on ? Ou bien encore, comment révèle-t-on l'inconcevable à son entourage ? J'ai voulu créer cet espace de parole et de bienveillance pour pouvoir partager et se sentir moins seul face à nos propres difficultés. Se livrer est un exercice difficile et fait preuve d'un sacré courage. Merci à celles et à ceux qui le font ici. Quoi que vous veniez chercher, j'espère que vous serez touchés par ces histoires. Vous êtes chez vous. Un secret de famille, c'est en général quelque chose qui a sciemment été tu et caché, souvent dans la croyance et le but de protéger les autres. La plupart du temps parce que c'était trop dur à accepter, d'abord pour soi-même. Ne pas connaître ses origines familiales peut être ressenti comme un secret, même si parfois, nos parents, nos ancêtres, n'ont juste pas pensé que raconter était important. Or, se construire sans connaître son histoire familiale peut être difficile. C'est le cas de mon invité du jour. Il avait trop peu de réponses dans son enfance, et il a cherché à en savoir plus en grandissant, afin d'affiner son identité. Je vous laisse en compagnie de Damien, qui nous livre son histoire avec beaucoup de pudeur. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4. Mes parents ont été aimants quand j'étais petit. Mais voilà, je pense que j'étais un enfant assez anxieux. Une enfance plutôt voilà, de famille nombreuse, d'un milieu très populaire, hein, parce que mon père était maçon à l'époque et ma mère auxiliaire puéricultrice. Donc on vivait dans une maison de ville à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et voilà, une enfance avec mes frères et sœurs que j'ai vu grandir, que j'ai vu arriver et grandir forcément. Et puis des parents, un climat familial à la fois aimant mais à la fois dur aussi. Mes parents ayant eu des histoires assez complexes, pas forcément simples. Et donc, ben, forcément, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais moi, en plus étant l'aîné, j'ai un peu essuyé les plâtres, on va dire, de la fratrie, quoi. Et j'étais un peu le premier sur lequel ils ont essayé de jouer leur rôle de parents avec ce qu'ils étaient, leurs qualités et leurs défauts. Ben, en fait, assez rapidement, j'ai eu des questions sur mes aïeux, sur mon histoire familiale. Pourquoi? Parce que déjà, je n'avais connaissance que de ma grand-mère maternelle, que je voyais de temps en temps, qui était malade, qui est décédée après de la maladie de Parkinson. Mon grand-père maternel était mort depuis longtemps. Et du côté de mon père me disait, bon voilà, tu as un grand-père allemand, bon, et une grand-mère vietnamienne. Ok. Cette grand-mère vietnamienne était en vie, elle est toujours en vie d'ailleurs, mais elle habitait au Vietnam quand j'étais petit. Et mon père me disait, bah, ton père allemand, moi-même, je ne l'ai pas connu. Voilà un peu les infos que j'avais. Et puis, je crois, vers l'âge de 7-8 ans, cette grand-mère vietnamienne est arrivée en France. Donc j'ai découvert en fait cette nouvelle grand-mère, assez exotique parce que, bah voilà, vietnamienne quoi. Mais voilà, j'avais forcément, au fur et à mesure du temps, pas mal de questions puisque déjà je connaissais pas mes grands-pères. Et puis mes parents me donnaient quelques infos, mais c'était assez succinct. Je crois que j'ai commencé à m'interroger sur mon grand-père ouais, à 7-8 ans. Bon, aujourd'hui j'en ai 42. Mon père, il racontait volontiers, il a toujours raconté volontiers une certaine partie de sa vie. Lui, il est né au Vietnam en 1952, donc d'un père allemand et de sa mère vietnamienne. Il est parti du Vietnam vers la France à l'âge de 8 ans.
Et donc après, il a grandi en France. Il a été envoyé par sa mère. Donc sa mère est restée au Vietnam et lui, il a été envoyé en France. Mon père, il répondait volontiers aux questions que j'avais, hein. Alors lui, il faisait aussi avec sa propre mémoire parce que chacun, je pense, a ses souvenirs sélectifs, conscients ou inconscients de sa propre histoire et chacun se fait sa propre histoire. Il y avait quand même des zones d'ombre. Alors soit qu'il n'avait pas forcément creusé lui-même, et puis aussi parce que ben, lui-même, étant parti à 8 ans du Vietnam, il n'avait pas beaucoup de réponses. J'ai toujours été attiré par... été curieux. Bon, déjà, je suis quelqu'un de curieux, mais j'ai toujours regardé des documentaires sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les commandos. J'ai joué à des jeux de guerre, des jeux vidéo de guerre. Et ça, en fait, rationnellement, je ne comprenais pas trop cette appétence. D'autant plus que adolescent et adulte, jeune adulte, j'étais plutôt antimilitariste. J'ai pas fait mon service militaire parce que c'était plus obligatoire, mais ça m'arrangeait bien. Et en même temps, j'ai une forme de fascination pour l'armée, pour je sais pas pourquoi. Quand ma grand-mère vietnamienne est arrivée en France, donc elle est venue en France, j'avais donc 7 8 ans, et elle est venue y habiter, hein, donc elle a quitté le Vietnam, pays qu'elle avait jamais, dont elle n'était jamais sortie. Elle a quitté le Vietnam pour venir habiter en France, donc elle avait 60 ans, je crois, à l'époque. Quand elle est arrivée, mon père, ma mère lui ont posé beaucoup de questions sur bah, le Vietnam, ce qui s'était passé quand mon père était petit, tout ça. Et ma grand-mère a fait un blocage direct. C'est-à-dire que c'était très compliqué en fait l'entrée en matière parce que mon père n'avait pas vu sa mère depuis 25 ans. Elle est arrivée 25 ans après l'avoir envoyée en France. Et donc forcément, mon père avait beaucoup de questions sur sa propre enfance, sur tout ça. Sur le coup, on n'a pas trop compris. Et en fait, moi, j'ai assez vite réalisé que à l'époque, en temps de guerre, on fait des choix qui sont sans doute liés à une forme de survie, et on n'a pas forcément envie de raconter ou de justifier ces choix-là 25 ou 30 ans ou 40 ans après, quoi. Peut-être de peur d'être jugé, peut-être aussi parce que ça ravive chez elle des souvenirs douloureux, hein, parce que avoir vécu au Vietnam pendant la guerre d'Indochine, puis pendant la guerre du Vietnam, ça devait pas être une partie de plaisir. Surtout que ma grand-mère faisait partie du camp des vaincus, puisqu'elle, elle est du Vietnam Sud. Quand le Viet Minh a gagné, ils ont envahi le Sud, et donc bah, tous ceux qui avaient, entre guillemets, collaboré avec les Français à l'époque, puis les Américains, ils ont pris cher, quoi, hein. Voilà, je pense que ça réveillait chez elle des souvenirs vraiment douloureux, donc elle a pas voulu répondre à toutes ces questions. Moi, une des questions qui m'est arrivée ensuite, c'est, attends, parce que quand j'étais petit, on me disait, ton grand-père est allemand, il a connu ta mère au Vietnam et ils ont fait ton père, voilà. Ok, puis après je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'un Allemand faisait en Indochine à cette époque-là, quoi. Un jour, je suis tombé sur un article du journal Libération en mars 2014 qui s'appelait Indochine, la Légion des Inconnus de la Wehrmacht. Un peu par hasard, je tombe là-dessus. Et je lis l'article, donc c'était un article à propos d'un doctorant, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ennemi utile, et qui expliquait en fait comment la Légion étrangère a recruté massivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands pour les envoyer en Indochine. Et donc là, quand j'ai lu cet article de journal, du coup j'ai acheté le livre dans la foulée, qui explique très bien que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France savait qu'elle allait devoir envoyer un corps expéditionnaire en Indochine, parce que ça commençait à chauffer là-bas. En parallèle, ben, l'armée allemande vaincue était au chômage, donc il y avait plein de soldats allemands qui ne savaient pas quoi faire d'autre que la guerre, mais qui étaient au chômage, puisque l'armistice a été signé. Et donc la Légion étrangère française a recruté massivement l'ancien ennemi, puisqu'il était formé pour l'envoyer via la Légion étrangère se battre en Indochine. En Indochine, il y a 70 000 légionnaires qui ont été envoyés. Je crois qu'il y a 30 ou 40% d'Allemands, en fait. Donc il y a des milliers d'Allemands qui se sont battus au nom de la France en Indochine. En faisant un petit peu ces recherches, donc j'ai compris que mon grand-père avait été légionnaire. Il a sans doute été dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça te calme aussi quand tu réalises. Tu te dis, bon,
l'armée allemande, c'était pas tous des nazis, etc. Mais enfin, quand même, ça calme un peu, quoi. Un peu dans la même période, j'habitais en coloc à l'époque, et puis on fait le premier de l'an. Dans le groupe d'amis, ce soir-là, il y avait un légionnaire, puisque moi j'habite à Avignon, et dans la région, il y a des bases de légionnaires. On passe ce réveillon du 31 décembre avec des potes, on fait la fête, et il y avait ce légionnaire, je discute avec lui, je dis, mais si je veux avoir des infos sur mon grand-père qui était légionnaire, comment je dois faire? Il me fait, bon, bah, t'écris une lettre au centre d'Aubagne, parce que Aubagne, c'est un peu la maison mère des légionnaires. Et puis, bah, tu auras sans doute des infos sur ton grand-père. J'ai écrit une lettre au centre d'Aubagne en expliquant que voilà, j'étais le petit-fils d'un ancien légionnaire, donc j'ai donné un peu les infos que j'avais. Et ils m'ont renvoyé une photocopie couleur de son dossier militaire. Et là, bah, j'ai eu plein d'infos, c'est-à-dire que des infos très précises, hein, parce qu'un dossier militaire, c'est bien évidemment très précis. Et donc, j'ai eu des infos sur à quelle date il a signé pour 5 ans à la Légion, c'était en 45, à quelle date il a embarqué à Marseille, à quelle date il est arrivé à Bizerte en Tunisie, puis après à quelle date il est arrivé en Indochine. Du coup, ça m'a un peu expliqué, lui, son parcours militaire en tout cas, ce qu'il a fait entre 45 et 52, quoi. Je sais qu'il est né le 28 octobre 1925 à Oberliblach, qui est en Allemagne. Je sais pas vraiment où, c'est sans doute près de Cologne, je crois. Et je sais qu'il a été engagé volontaire dans la Légion le 5 novembre 1945. Il a embarqué presque dans la foulée, hein, le 31 décembre 1945. Il a débarqué à Bizerte. Après, il est parti pour l'Indochine. Donc il est arrivé en mars 1946. Et là, bon, grosso modo, il a fait quelques allers-retours avec l'Afrique quand même. Il a été un petit peu en Algérie et un petit peu en Tunisie, mais il a passé le plus clair de son temps en Indochine. C'est dans cette période où il rencontre ma grand-mère. Ils font ensemble 3 enfants. Mon grand-père a quitté l'Indochine en février 1952 et mon père est né en juin de la même année. Mon grand-père a quitté l'Indochine parce que bon, il était militaire, hein, donc il avait peut-être été muté ou je sais pas comment ça se passe, mais et il a quitté ma grand-mère qui était enceinte du troisième et le troisième c'était mon père. Ils se sont jamais revus puisque si je suis le dossier militaire de mon grand-père, donc il a été un peu en Afrique et puis après très rapidement il est en 1952, donc en mars, il a quitté la Légion et il est parti en Allemagne. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'il aurait refait sa vie en Allemagne. Ma grand-mère, elle souhaite pas du tout en parler. Moi, j'ai déjà essayé de lui poser des questions sur Edmund, parce que c'était son prénom. Elle m'a fait comprendre que ça faisait 50 ans, que le passé, c'est le passé. De voir son compagnon, père de ses 3 enfants, partir et pour toujours, je pense que ça a dû être horrible pour elle. Enfin, je comprends qu'elle veuille pas forcément en reparler. Moi, j'ai des photos de mon grand-père et de ma grand-mère quand ils étaient jeunes. Bah, la photo, je sais pas, ils ont l'air amoureux, tous les deux, ils sont là, ils ont fait 3 enfants, donc je pense qu'il y a eu de l'amour entre eux. Ensuite, ma grand-mère a eu 2 autres enfants avec un autre homme, donc du coup, il y a une fratrie de 5 en tout. Et effectivement, c'est ma grand-mère qui s'occupait d'eux. Elle a envoyé en France d'abord l'aîné, puis après le deuxième et mon père, et par la suite la quatrième, la seule fille des 5. Et le dernier a souhaité rester au Vietnam. Donc j'ai toujours un oncle au Vietnam. Et elle, donc dans les années 80, elle a fait le choix de venir en France. Le choix sans doute très douloureux de ma grand-mère d'envoyer ses enfants en France s'explique par la volonté de les protéger. À la fin de la guerre d'Indochine, il y avait beaucoup d'enfants métis, et donc la question s'est rapidement posée de quoi faire de ces enfants métis, c'est-à-dire que les pères repartant dans leur pays d'origine, il y avait beaucoup de mères seules avec des enfants métis. Et donc il y a une possibilité d'envoyer leurs enfants en France pour qu'ils soient protégés et qu'ils aient un avenir meilleur. À l'époque, il y a la FOEFI, qui est la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine, qui s'occupait d'amener ses enfants en France et de s'occuper d'eux après, quoi. Donc mon père
a pris l'avion à 8 ans et est arrivé en France avec son frère. Il a fait partie de plus de 3000 enfants comme ça, eurasiens, qui ont débarqué en France à la fin de la guerre d'Indochine. Donc ils étaient accueillis dans des centres. Je crois que le premier centre c'était à Vouvray, près de Tours. C'est connu pour le vin, mais aussi à l'époque pour accueillir ces enfants eurasiens. Puis après, les enfants étaient répartis dans des foyers de l'enfance un peu partout en France. Et mon père, lui, donc, s'est retrouvé à Aspect, qui est un petit village pyrénéen, dans un foyer de l'enfance, hein, une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Donc voilà, avec des enfants placés, parce qu'aujourd'hui, une MEX, ça existe toujours. Le frère aîné de mon père, le numéro un, était parti avant, donc il était ailleurs. Et mon père a été en foyer avec son frère aîné, le numéro 2. Les services sociaux à l'époque avaient été vigilants à ce que les deux soient ensemble, ce qui a été plutôt bénéfique pour mon père, puisqu'il avait du soutien avec son grand frère. Il faut imaginer ce déracinement. Les enfants sont projetés, envoyés par leur mère qui leur dira ouais mais en France tu verras, ce sera génial. Les gens mangent plein de poulet. Enfin voilà, c'était une manière d'essayer de le convaincre que ça allait être mieux en France. Et mon père est arrivé avec son frère. Ils avaient interdiction de parler le vietnamien à l'école parce qu'il fallait qu'ils parlent français. Donc du coup mon père ne parle plus vietnamien. Il a oublié le vietnamien. J'imagine à la fois le déracinement, la perte de sa mère, l'arrivée dans un pays complètement inconnu, enfin ça a dû être fou. Et en même temps, ma grand-mère entretenait des relations avec lui par la poste, elle lui écrivait des lettres et elle lui avait laissé une petite valise qui est toute mignonne, une petite valise où elle avait mis des photos. Mon père trimballait de foyer en foyer cette petite valise avec des souvenirs de sa mère, un peu comme un trésor, comme il dit. Ces jeunes Eurasiens n'étaient pas adoptables parce qu'ils n'étaient pas abandonnés. Pour certains, dont mon père, ils continuent à avoir des liens avec leur mère là-bas. Mon père, il est passé de foyer en foyer. Il n'a jamais été adopté, c'était pas possible. J'ai parlé de ces périodes-là avec lui. Bon, il en parle avec à la fois beaucoup de nostalgie parce qu'il a vécu de très beaux moments dans ces foyers de l'enfance. Des moments avec ses amis, c'est des moments en lien avec la nature, où il faisait des grandes balades, des grandes randonnées, où ils adoptaient des animaux sauvages, où ils étaient scouts et ils vivaient plein d'aventures dans la nature, etc. C'était aussi la rencontre avec les jeunes de la ville, parce qu'eux, ils étaient dans un petit village dans les Pyrénées. Des rencontres sportives où ils disaient que voilà, eux étant différents, fallait qu'ils soient les meilleurs, fallait qu'ils soient les meilleurs dans tout. Et en même temps, bah, il me parle aussi de maltraitance. Les foyers de l'enfance à l'époque n'étaient pas encadrés de la même manière qu'aujourd'hui. Lui, il raconte hein, ce qu'il a vécu ou ce que certains de ses amis ont vécu, qui était de l'ordre de l'humiliation, de la maltraitance, des violences commises par les adultes qui les encadraient, quoi. Ce sont bien sûr des souvenirs très, très douloureux. Hein. Je pense que c'est traumatique. Hein. L'arrivée de ma grand-mère, quand j'étais petit, c'était un événement extraordinaire. Mamie du Vietnam, qu'on l'appelait comme ça, va arriver, va venir habiter en France. Nous, on ne l'avait jamais vue, on n'avait vu que des photos, des lettres, etc. Moi, en tant qu'enfant, c'était un événement magique. Mon père, du coup, a été accueillir sa propre mère avec ses deux frères, donc. Hein. À l'aéroport, il s'était trompé de personne. Il s'était rapproché d'une femme qui ressemblait à leur mère, et puis ils ont très vite compris que c'était pas elle. Ils sont tombés sur la bonne, heureusement, et pour lui, c'était forcément un grand moment de revoir sa mère 25 ans après, pour ses frères aussi, bien sûr. C'était un événement de recevoir cette grand-mère à la maison. Dans mon souvenir, je vois cette petite femme toute mince, marquée par la vie, des petits yeux rieurs, le sourire, qui parle français avec un accent à couper au couteau. Et ça fait des nems à la maison, et ça sent bon. Et voilà, il y avait vraiment quelque chose de magique, c'était génial. Je dirais que mon père et ses frères ont des relations compliquées avec leur propre mère. Je crois que ce qu'ils ont vécu, c'est un traumatisme. Ce que ma grand-mère a vécu, c'est de l'ordre du traumatisme aussi, hein, de vivre des guerres, etc. Cette séparation de 25 ans, c'est compliqué tout ça. Et mon père a du mal à communiquer avec ma grand-mère. Ma grand-mère est toujours en vie. Elle est restée longtemps dans un foyer logement, puis là maintenant elle est en EHPAD. Il y a toujours une incompréhension entre mon père et sa propre mère. Enfin, la communication n'est pas simple.
Ma grand-mère est arrivée, elle avait jamais quitté le Vietnam, elle arrive en France, donc elle aussi, ça n'a pas dû être simple pour elle. Et elle retrouve ses fils, ben, ce sont des fils occidentaux. Il y a eu un choc culturel entre mon père et sa propre mère. Je pense il y a du ressentiment un peu des deux côtés. Mon père, consciemment ou inconsciemment, peut-être lui en veut un peu beaucoup de cette séparation. Sans doute lui, il a vécu comme un abandon. Donc c'est pas simple. Par contre, ma grand-mère et ses petits-enfants, c'est différent et moi j'aime passer des moments avec elle. En grandissant, j'ai eu envie de mieux connaître cette grand-mère. J'ai eu envie de mieux comprendre sa vie au Vietnam, puis tout simplement de faire connaissance, parce qu'au début, bon, moi quand elle est arrivée, j'étais petit, je la connaissais par ce que m'avait raconté mon père, mais c'était avec son filtre à lui aussi, son vécu à lui, donc il a fallu qu'on fasse un peu connaissance. C'était très chouette, des beaux moments de partage. Elle a gardé plein de réflexes de là-bas. Elle stockait chez elle, mais des tonnes de petites boîtes en plastique, des petites barquettes, etc. Et elle se faisait à manger, elle nous invitait, on discutait. Et puis des fois, elle nous racontait des trucs du Vietnam sans qu'on lui demande. Et puis on parlait de nous, elle essayait de comprendre notre vie, notre cursus scolaire, où est-ce qu'on travaillait. Alors, on voit bien que des fois, elle comprend pas tout, mais elle essaye. C'est un voyage. Quand je suis avec ma grand-mère, je voyage. J'ai eu envie d'aller au Vietnam, même si ça n'a pas été non plus un objectif hyper important dans ma vie. Il y a quelques années, tout seul, un été, j'y ai passé 3 semaines. Et avant de partir, j'ai demandé à ma grand-mère si elle pensait que je pouvais rencontrer mon oncle, le seul des 5 enfants qui est resté au Vietnam. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait plus de nouvelles de lui, qu'elle ne savait pas s'il était mort ou vivant. Et j'ai bien compris qu'en fait, il valait mieux pas que j'essaye de le rencontrer. Parce que parfois, on peut avoir la bonne intention de se dire, ah, j'ai un oncle là-bas, j'ai envie de le rencontrer, mais c'est pas si simple que ça. J'ai compris que c'était pas la peine que j'essaye de faire des démarches, quoi. Curieusement, j'ai pas ressenti le besoin d'aller dans la rue dans laquelle vivait mon père ou de retrouver des lieux. J'ai plutôt essayé de comprendre ce que c'était ce pays. Voilà, c'est quoi le Vietnam? C'est quoi les gens de là-bas? D'ailleurs, j'étais parti avec du matos pour enregistrer des sons. Et j'avais un peu fait des interviews de Vietnamiens et d'expats. Ma question, en fait, c'était c'est quoi être Vietnamien aujourd'hui, quoi? J'avais envie de monter un petit truc après, mais je l'ai jamais fait. Mais du coup, ça m'intéressait voilà, de comprendre ce pays, comment les gens vivent, comment ils vivent cette histoire récente et douloureuse des guerres d'Indochine et du Vietnam. C'est plutôt ça que j'ai été explorer. Et c'était plutôt sympa. Et on avait le projet avec mes frères et sœurs, on avait réussi à se caler une date tous ensemble pour y aller. On avait les billets d'avion, donc on s'apprêtait à partir à 4 avec aussi nos conjoints respectifs. Et puis en fait, le Covid est arrivé. Là, l'idée, c'était d'aller là où a vécu mon père. Non, mes frères et sœurs aussi, on en parle régulièrement, ils sont curieux aussi de cette histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envisagé de partir au Vietnam ensemble. Je vois bien qu'on s'intéresse chacun à notre manière, on va dire, à cette histoire familiale qui est plutôt, j'allais dire, à la fois atypique et à la fois ordinaire dans le monde dans lequel on vit. Parce que, ok, mon père est né à l'étranger, son histoire personnelle s'imbrique avec la grande histoire et les guerres, etc. Mais finalement, c'est le cas de beaucoup de familles dans le monde. C'est à la fois une histoire singulière et en même temps une histoire universelle, quoi. Le fait de comprendre cette histoire familiale, qui avait quand même des énigmes, hein, parce que bon, que faisait ce grand-père allemand au Vietnam, etc. Ça a fait partie chez moi de quelque chose de plus global, que je pourrais nommer une meilleure connaissance de moi-même, quoi. Quand j'étais petit, j'étais un enfant anxieux, qui parfois ressentait des choses sans les comprendre. Je me sentais parfois, quand j'étais ado, aussi un peu décalé avec les autres, même si j'ai toujours été plutôt bien socialisé, on va dire, mais il y a des choses que je comprenais pas, des choses qui m'angoissaient, et tout ça, ben, m'a amené à travailler sur moi. Quand je dis travailler sur moi, ben, ça passe par des psychothérapies, par un travail avec le sociogénogramme, ça passé par un travail autour des constellations familiales. Pour moi, ça a consisté à être 3 jours en groupe,
En gros, j'ai refait mon arbre généalogique et en y inscrivant les relations entre les gens. Et puis certains faits, c'est-à-dire comment les gens étaient morts, quel travail ils faisaient, etc. On a un peu analysé cet arbre généalogique et puis on a décidé de travailler pour la branche paternelle. Ça consistait à retranscrire physiquement. J'ai demandé à quelqu'un de jouer le rôle de mon père, de mon grand-père, de ma grand-mère. Et puis on s'est relié via des tissus. J'ai dit ce que j'avais envie de dire à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère. C'est un travail symbolique, quelque part. Ben, ça a été très puissant. Je pense que ça a libéré des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, quand je pense à mon grand-père, à ce grand-père que j'ai jamais connu, j'y pense avec empathie, avec compassion, avec amour, quelque part. Ce travail de recherche aussi d'infos sur mon grand-père, etc., ça a fait partie de tout ce mouvement chez moi, de meilleure connaissance de moi-même, de meilleure compréhension de mes ressentis, de mon histoire, et donc ben, de mon histoire transgénérationnelle. Je pense que mieux se connaître, c'est aussi mieux savoir d'où on vient, et d'où on vient, ben, c'est d'un père, en tout cas en ce qui me concerne, d'un père et d'une mère, et qui ont chacun leur propre histoire, qui a influé sur ce que je suis. Eux ont fait partie d'une génération qui n'a pas pu trop travailler sur elle-même. Mes deux parents étaient issus de milieux très populaires. Le but, c'était déjà survivre. Ils se sont démenés comme ils ont pu, grâce à la manière dont ils m'ont éduqué, et puis moi aussi à l'énergie que j'ai apportée à tout ça, j'ai pu m'épanouir dans la vie. Je pense que je suis quelqu'un d'épanoui aujourd'hui, mais j'ai aussi plus le loisir, entre guillemets, de me poser ces questions-là. Eux, bah, il fallait bien qu'ils avancent dans la vie, il fallait qu'ils nourrissent leurs enfants, donc voilà. Ma génération, on est peut-être un peu moins dans la survie, et donc on peut un peu plus se dire, attendez, il s'est passé plein de choses là de manière intergénérationnelle, on va essayer de comprendre un peu tout ça, digérer un peu tout ça. Ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on comprend mieux d'où on vient, ce dont on a hérité qui est positif, et en même temps tout ce dont on a hérité qui est aussi dark, qui est aussi dur, qui est aussi traumatique. Donc ça permet de peut-être un peu mieux valoriser ce qui a été positif au niveau transgénérationnel du côté de mon père et de ma mère. Parce que oui, bah, il y avait des gens qui s'aimaient, il y a eu des belles unions, il y a eu plein de belles choses. Mais il y a eu aussi de la violence, de la douleur, du traumatisme. D'en avoir connaissance, c'est un premier pas peut-être pour l'intégrer, le comprendre et peut-être un peu apaiser ces douleurs intergénérationnelles qu'on porte, que chacun d'entre nous porte. Et moi, je sais que de mieux comprendre tout ce chemin de mon grand-père, de mon père, ça a contribué à me soigner. Quand j'ai vraiment intégré que mon grand-père a été légionnaire, j'ai compris que le nom de famille qu'il a déclaré en entrant dans la Légion était peut-être un nom inventé ou un faux nom. Peut-être que le nom de famille que je porte aujourd'hui est un nom d'emprunt. Voilà, en même temps, c'est pas très très grave parce que je me dis, bah, c'est le nom que lui, il a porté à un moment donné dans sa vie. Moi, je suis issu de ça, bon, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mon père il raconte volontiers son histoire. Il a souhaité nous transmettre un résumé de cette histoire-là. Donc, il a coécrit un petit bouquin et il a édité un petit livre qu'il a distribué à chacun de ses enfants qui s'appelle L'épi de riz. C'est intéressant parce que c'est une histoire aussi de transmission père-fils. On a parlé, moi, quand j'ai écrit à la Légion à propos de son père, ben, je lui ai dit, ben, papa, j'ai reçu un document de la Légion, est-ce que tu veux le voir? Parce que là, tu vas avoir des infos sur ton propre père. Je sais pas si ça nous a rapprochés, mais en tout cas, on parle ensemble de quelqu'un qu'on a tous les deux pas connu. C'est fort quand même. Lui, comme je le disais tout à l'heure, il s'est construit sa propre histoire avec ses souvenirs. Et quand il y a un dossier militaire qui arrive avec des dates très précises, ça peut peut-être chambouler un petit peu cette petite histoire. On n'en a jamais reparlé, mais ça a peut-être ravivé aussi la douleur du fait qu'il ait jamais connu son propre père. Parce que là, j'ai bien vu que mon grand-père était parti quelques mois avant sa naissance. En tout cas, il a plutôt bien reçu le fait que moi, je cherche des infos sur mon propre grand-père. Je pense il a compris ma démarche. À mon grand-père, des questions, j'en aurais bien évidemment plein à lui poser. Je connais qu'une toute partie de sa vie. Et en plus, raconter
un peu par ma grand-mère, mais elle en dit pas grand-chose, et surtout par son dossier militaire. Donc en fait, je connais rien de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait avant de s'engager à la Légion? Comment il a vécu, lui, la guerre d'Indochine? Comment il a refait sa vie? La seule info que j'ai, c'est qu'il est mort en 1989. Entre 52, où il est retourné au Vietnam, et 89, je connais pas sa vie. Donc j'aurais plein de questions à lui poser, bien évidemment. Et ce que j'aurais envie de lui dire, c'est tu as fait de ton mieux avec qui tu étais à l'époque dans laquelle tu as grandi. Merci pour ce que tu m'as légué et je sais que tu as fait de ton mieux, sans doute. Avec mes parents, quand même, il y a eu de la violence, beaucoup de violence quand on était enfant, hein. Et du coup, maintenant, on a dépassé un peu tout ça. Donc il y a vraiment eu un travail de résilience familiale, quoi. Donc forcément, maintenant, j'en tire beaucoup de positif de tout ça. En fait, cette histoire familiale, je la trouve dure parce que, bien sûr, mon père déraciné, l'histoire de la guerre, etc. Et en même temps, je la trouve chouette parce que en moi, j'ai du sang allemand, j'ai du sang vietnamien, j'ai du sang breton. Il y a des choses que je comprends sans les mentaliser. Je suis issu de différentes cultures, d'un mélange. Peut-être je suis à même aussi d'avoir de l'empathie. En fait, aujourd'hui, je suis travailleur social et je me dis que c'est pas pour rien. Une forme d'empathie naturelle avec les gens qui souffrent, l'interculturalité, les gens qui ont été déracinés. C'est quelque chose que je comprends assez bien. Quand les gens m'en parlent, ils n'ont pas besoin de m'en parler 100 ans pour que je puisse sentir ce que ça peut faire, ce que ça peut leur faire. C'est un super cadeau hérité de mes parents. Et ça, c'est une richesse aujourd'hui. Ça me sert dans la vie aussi, quoi. Je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à transformer justement tous ces traumatismes, toutes ces craintes. On hérite de peurs, de craintes, de croyances qui sont assez limitantes, enfermantes. Je pense que dans une lignée, c'est pas possible qu'il y ait que du traumatisme, que de la douleur, que de la souffrance. Donc d'arriver à valoriser ce qui a été beau et de transmuter, de transformer ce qui a été dur, c'est hyper important. C'est du travail. Moi, ça m'a coûté, ça me coûte toujours, hein, parce qu'il n'y a pas d'arrivée, c'est le travail d'une vie. Mais je le fais la plupart du temps avec gaieté de cœur, quelque part. Moi, à un moment donné, je songeais à fonder une famille. Et donc, je me disais, mais j'ai pas envie de transmettre le négatif intergénérationnel à mes enfants. Et le travail, il est aussi né de ça. J'ai envie de transmettre le beau, mais j'ai pas envie de transmettre la souffrance, le traumatisme, des trucs que moi-même je comprendrais pas et que je reproduirais comme ça. Quand on veut pas reproduire ce qu'on a soi-même subi, il n'y a pas 36 solutions. Il faut trouver les bonnes personnes, les bons outils, les bonnes techniques qui sont différentes suivant les périodes de la vie. Moi, j'ai eu des périodes où j'avais envie de psychothérapie un peu classique parce que j'avais envie de parler, j'avais voilà, la catharsis, ça m'allait bien. Et puis à d'autres moments, j'avais envie de passer plutôt par les mémoires cellulaires, par des thérapies qui passent moins par le mental. La génération de mes parents, ils ont fait le job de se sortir de la misère, de nous donner un toit, à manger, de l'attention, de pouvoir faire un peu des études. Et je me dis, bah maintenant, mon travail, moi, c'est de pouvoir m'interroger sur cette histoire et en faire quelque chose de beau. Ça veut dire que tu mets le nez dans tes propres souffrances, que tu mets le nez aussi dans ton histoire familiale qui est pas toujours rose. Tu interpelles un peu ton père ou ta mère sur des trucs qui leur font pas forcément plaisir à eux non plus. C'est aussi un travail à plusieurs quelque part. Quand tu travailles sur toi-même, tu fais bosser un peu toute ta famille. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, entre frères et sœurs, on s'entend hyper bien et avec mes parents aussi, on a évolué tous ensemble. C'était presque un cheminement collectif en fait, même si c'est pas dit comme ça. Il y a des gens autour de moi, ils ont l'air assez au clair avec leur identité, c'est-à-dire d'où ils viennent. Il y a des gens qui disent, moi, mon père, il est parisien et ma mère, elle est machin. Des personnes qui ont eux-mêmes des parents qui étaient assez ancrés dans un territoire, dans une culture, dans des traditions, etc. Moi, c'est pas le cas de mes parents. Ma mère, elle vient de Loire-Atlantique, des origines bretonnes, etc. Mais j'ai jamais senti quelque chose de très fort au niveau des traditions chez elle. Donc en fait, j'ai pas hérité d'un ancrage culturel fort. Ça m'a pas donné des piliers très forts, quoi, au niveau identitaire. En tout cas, géographiquement. En fait, des parents,
ils ont toujours un message pour leur enfant, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une volonté, une intention envers leurs enfants, consciente ou inconsciente, dite ou non dite. Dans certaines familles, ça sera tu seras médecin, mon fils. Moi, mes parents, leur message, ça a toujours été sois heureux, mon fils. Alors, c'est génial, c'est hyper beau parce que ça sous-entend que c'est à moi de trouver ce qui me fait plaisir, c'est à moi de trouver ma manière d'être heureux sur Terre. C'est pas conditionné à un métier. Après, c'est un peu angoissant parce que la question qui vient ensuite, c'est mais attends, c'est quoi, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? C'est à la fois un message très beau et en même temps, ça invite tout de suite à se questionner soi-même, de quoi on a besoin, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on désire dans la vie, qu'est-ce qui nous rendrait heureux. C'est des questions hyper profondes, existentielles en fait. Je suis un peu troublé parce que c'est pas rien de raconter en 1 heure comme ça beaucoup de choses de sa vie. Je suis un peu dans l'émotion là, mais une belle émotion. Être en paix avec soi, pour moi, c'est le plus important. Je pense que c'est la quête d'une vie. Ça passe nécessairement par mieux connaître mes origines, mieux savoir d'où je viens, ce qu'ont vécu mes parents, et du coup, ce qu'ils m'ont transmis. Je les remercie parce que parfois, ça n'a pas été tout le temps facile de se replonger dans cette histoire. Et en même temps, ça a contribué à ce que moi, voilà, je sois plus serein avec moi-même aujourd'hui qu'avant. Et j'espère que demain, je le serai encore plus. C'était le premier épisode de Secrets de famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, le pari sera gagné. Vous pouvez aussi suivre la page secret.defamille sur Facebook ou Instagram pour avoir accès à plus de contenu, ainsi qu'à des témoignages écrits. N'hésitez pas à venir me parler pour me donner vos impressions, je serai toujours disponible pour cela. À bientôt!